vidéo sur le schéma explicatif du rôle des gains de productivité sur la demande de biens et services, puisque, comme je vous l'ai dit en classe plusieurs fois, pour qu'il y ait croissance, il faut deux mouvements concomitants, à savoir une augmentation des quantités offertes, il faut produire plus, en tout cas en une année, hein, si on veut qu'il y ait croissance, pour que le PIB soit plus grand que l'année précédente, il faut qu'on ait produit plus durant l'année. Donc voilà, la croissance, c'est un premier mouvement d'augmentation de l'offre, mais il faut que cette offre trouve acquéreur en face, hein. Il faut donc qu'il y ait augmentation de la demande. Donc on va voir dans ce schéma comment les gains de productivité sont de nature à stimuler également la quantité demandée. Allons-y, donc là ça va être rapide. Donc on part des gains de productivité qui sont voilà le nœud de notre schéma, hein. C'est aussi de cette case-là que partira la question de l'augmentation des quantités offertes. C'est vraiment le point central, mais qui a beaucoup de ramifications, comme vous allez pouvoir le constater. Donc les gains de productivité entraînent une baisse du coût unitaire de production, hein. Ça on l'a dit également il y a 2 secondes sur la vidéo sur les comportements de marge. Alors pourquoi baisse du coût unitaire de production? Je le répète, faire des gains de productivité, ça veut dire grosso modo, hein, qu'on va produire plus pour une même durée, sur un même intervalle de temps, un même laps de temps. Par exemple, pendant un mois. Imaginez que pendant un mois, on arrive, grâce à des gains de productivité, à produire davantage de voitures, un certain modèle de voiture. On produit davantage de voitures. Pourquoi ça va faire baisser le coût unitaire de production? Parce que les salaires, eux, ils ne changent pas. Les travailleurs qui sont dans l'usine et qui fabriquent les voitures, eux, leur salaire, il n'a pas augmenté. Ou alors, il a augmenté peut-être, mais très peu. Donc ça veut dire qu'on a des coûts de production qui vont être globalement constants, ou alors dont l'augmentation va être bien plus lente que l'augmentation des quantités produites pour une même durée. Donc quand vous allez rapporter la quantité produite évaluée soit en quantité de voitures, soit en valeur ajoutée, quand vous allez rapporter cette production au montant des coûts de production, vous allez faire le coût moyen, bah, vous allez voir que le résultat, il va diminuer. Ah oui, excusez-moi, j'ai une bêtise, hein, au numérateur dans ce genre de calcul, on met les coûts, et au dénominateur, on met la quantité produite. Donc vous prenez tous les coûts de production, y compris les coûts salariaux, vous mettez ça au numérateur de votre fraction, vous divisez par la quantité de voitures, et donc si pour une même durée, bah, il y a plus de voitures qui sont fabriquées, on va diviser les coûts par une quantité de plus en plus grande. Donc forcément, le résultat, il va diminuer. C'est pour ça qu'on parle de baisse du coût unitaire, hein. On peut aussi dire que c'est une baisse du coût moyen de production. Il n'en reste pas moins que bah, du coup les coûts baissent et que ça a pas mal de conséquences. En tout cas, je vous renvoie à ce qu'on a fait sur la partie du chapitre sur la productivité si jamais vous n'êtes pas convaincu. Donc baisse du coût unitaire de production, ça peut avoir comme première conséquence une hausse des salaires, puisque les entreprises peuvent décider qu'elles vont faire une plus grande marge de bénéfice sur chaque unité vendue, une plus grande marge de bénéfice, comme on l'a vu dans le schéma précédent. Et donc, il y a plus d'argent qui rentre dans l'entreprise. Les recettes liées aux ventes sont plus grandes. Alors, on peut décider que, puisque les recettes sont plus grandes, eh bien, on va en reverser une partie aux salariés, en augmentant leur salaire. Donc ça, c'est une première option. Si les salariés voient leur rémunération augmenter, cela se traduit par une hausse de leur pouvoir d'achat. Leurs revenus augmentent, leurs revenus salariaux en l'occurrence augmentent, donc ils ont une capacité à acheter des biens et des services plus grande. Cette hausse des pouvoirs d'achat s'accompagne, à n'en pas douter, d'une hausse de leur consommation. Effectivement, si vous avez de l'argent qui tombe un peu plus dans le mois, vous risquez de le dépenser. Sauf si effectivement vous avez déjà des salaires très très élevés et qu'un surcroît de revenus va plutôt partir en épargne. Vous allez mettre ça de côté pour alimenter un plan d'épargne ou vous allez acheter des titres financiers. Mais bon, ça c'est quand vous êtes en haut de la hiérarchie des salaires. Mais pour les salaires moyens et les salaires les plus bas de la hiérarchie, une hausse des salaires s'accompagne d'une hausse de la demande, enfin une hausse de la consommation. Et donc, cette hausse de la consommation des ménages vient alimenter ce qu'on appelle la demande intérieure, c'est-à-dire la demande de biens et services qui est formulée par des agents qui sont situés à l'intérieur du pays. Cette hausse de la demande intérieure alimente la hausse de la demande globale qui, comme on le verra tout à l'heure,
et la somme de la demande intérieure et de la demande extérieure, hein, des autres consommateurs étrangers. Cette hausse de la demande globale s'accompagne donc d'une croissance économique. Ok. Donc ça, c'est le premier canot de transmission de la hausse des gains de productivité sur la demande. Ensuite, autre possibilité pour les entreprises qui voient leur coût unitaire de production baisser, c'est d'augmenter les profits. On a vu également comment était constitué, enfin comment se partageait la valeur ajoutée. On sait que c'est un partage grosso modo entre les salaires et ce qu'on appelle les profits de l'entreprise, également appelé excédent brut d'exploitation, EBE. Donc l'entreprise peut dire, puisqu'on a fait davantage de recettes, eh bien on va récupérer une plus grande part pour nos profits. Et on va voir également comment ces profits sont constitués et quels agents peuvent en tirer une hausse de leur rémunération. Alors allons-y. Donc, la hausse des profits peut s'accompagner d'une hausse des dividendes versés aux actionnaires. Je vous rappelle que les dividendes, c'est le nom du revenu que perçoivent les gens qui possèdent des actions d'une entreprise. Et une action, c'est un titre de propriété. Ça veut dire que c'est un bout de papier qui dit que vous êtes propriétaire d'une entreprise à hauteur de un certain pourcentage de la valeur de l'entreprise. Voilà. Et comme vous êtes un peu ou beaucoup propriétaire de l'entreprise, eh bien vous avez droit régulièrement à toucher un pourcentage des bénéfices réalisés par l'entreprise. Et donc ce pourcentage, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc ces dividendes, c'est de l'argent. Donc ça va également alimenter le pouvoir d'achat des ménages. Il n'y a pas que des salariés dans les ménages, il y a aussi des gens qui possèdent des actions. Et la suite du raisonnement reste valable. Donc hausse du pouvoir d'achat des ménages, hausse de leur consommation, hausse de la demande intérieure, hausse de la demande globale, croissance économique. Donc si les profits s'accroissent, qu'est-ce qu'on peut aussi avoir? On peut avoir une hausse de l'impôt sur les bénéfices. Ça, on y reviendra plus tard. C'est le fait que voilà, on fait plus de bénéfices, donc on doit payer plus d'impôts, c'est la loi. Donc c'est un pourcentage des bénéfices qu'on doit reverser à l'État, avec lequel il fera un certain nombre de choses, de services publics. Troisième chose, l'entreprise peut utiliser cette hausse des profits pour investir davantage. On va se servir de cette hausse des profits qu'on met en réserve comme épargne brute. C'est vraiment c'est ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a payé tous les gens qu'il faut. C'est l'épargne brute. Et avec cette épargne brute, on peut décider d'investir en achetant nous-mêmes, avec nos propres sous, une nouvelle machine ou des nouvelles machines. Donc c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. On ne va pas emprunter à la banque, on ne va pas émettre de nouvelles actions pour avoir des sous, pour acheter autre chose. On va carrément acheter avec nos propres argent, l'argent qu'on met de côté tous les ans grâce aux bénéfices antérieurs. Les bénéfices qu'on a réalisés dans le passé, on les accumule comme si vous-même vous faisiez des économies. Et une fois qu'on a la somme suffisante, eh bien, on achète une nouvelle machine nous-mêmes. On s'autofinance. Mais bon, acheter une nouvelle machine, c'est aussi de la demande. C'est de la demande de capital fixe. Donc ça constitue également de la demande intérieure. Et la conséquence, c'est que une hausse de l'investissement, c'est une hausse de la demande intérieure qui augmente la demande globale et qui augmente la croissance. Du coup. Maintenant, deuxième cas de figure. On a dit que l'entreprise pouvait soit augmenter sa marge de bénéfice, augmenter ses recettes, c'est-à-dire qu'elle ne change pas son prix de vente, mais qu'elle augmente sa marge. Ça, c'est tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Mais l'autre possibilité, et c'est pour ça qu'on a fait le schéma des comportements de marge juste avant, c'est que l'entreprise peut décider de baisser son prix de vente. Elle maintient constante sa marge de bénéfice, mais elle baisse son prix de vente, de telle sorte à vendre une plus grande quantité. Alors, quelles conséquences ça a de baisser ses prix? Première chose, alors la baisse des prix. Donc la baisse des prix va entraîner une hausse du pouvoir d'achat des ménages, vous voyez bien, assez logiquement. Vous allez dans les magasins, vous voulez acheter des choses. Si les prix baissent parce que les entreprises font des gains de productivité, certains biens sont accessibles pour vous désormais. Vous pouvez en acheter plus, ou alors vous pouvez carrément décider d'en acheter. Vous ne pouviez pas avant, et puis finalement, vous vous laissez tenter parce que ça devient acceptable compte tenu de votre revenu. Pensez à tous les téléphones portables, les ordinateurs, tous ces produits-là qui à l'origine étaient très très chers, car très technologiques. Alors ils le sont toujours, mais grâce à des gains de productivité, maintenant ils sont beaucoup moins chers qu'avant. Ça devient des produits de consommation courante, grand public. Donc si les prix baissent et qu'il y a une hausse du pouvoir d'achat des ménages,
La suite du raisonnement fonctionne toujours, hein. Hausse de la consommation des ménages, hausse de la demande intérieure, hausse de la demande globale, croissance. La baisse des prix a aussi un autre effet intéressant en termes de demande, c'est que ça augmente notre compétitivité prix. Ça veut dire que ça augmente notre capacité à vendre à un prix plus faible, mais pour une qualité constante. D'accord? C'est ce que je vous ai dit en classe. Vendre moins cher parce qu'on vend un produit de moins bonne qualité, il n'y a pas de mérite. Ce n'est pas une performance en soi. Ce qui est une performance, c'est de vendre moins cher un bien dont la qualité est la même. D'accord? Donc là, on suppose qu'avec les gains de productivité, la qualité du produit reste constante, mais qu'on arrive à baisser le prix. Et à ce moment-là, on réalise des gains en termes de compétitivité prix. Et du coup, ça attire les clients étrangers. Donc on a une hausse de la demande extérieure cette fois-ci, c'est les consommateurs dans des pays étrangers. Et donc ces consommateurs voient bien qu'on est plus compétitif, on coûte moins cher, et donc ils vont consommer nos produits, ce qui augmente, de notre point de vue, hein, ça augmente nos exportations. Donc il y a une augmentation de la demande. Cette demande extérieure va alimenter la demande globale, qui enfin stimule une fois de plus la croissance. Maintenant, dernière partie du schéma, on va voir le rôle de l'État. Donc, le fait que la plupart de ces agents économiques, hein, ménages, salariés, ménages, détenteurs d'actions, euh, ou alors ménages étrangers, bon, tous ces agents, le fait qu'ils aient des revenus plus importants, ou qu'ils aient un pouvoir d'achat qui augmente, ça va avoir, de manière directe ou indirecte, un impact sur les recettes fiscales de l'État. Donc les recettes fiscales, c'est l'argent que l'État parvient à prélever par divers dispositifs d'impôts et de taxes ou de cotisations sociales afin de redistribuer cet argent ou de l'affecter à des activités de service public, comme voilà, les hôpitaux, l'éducation nationale, voilà, les infrastructures de transport, toutes ces choses-là. Donc pour que ça fonctionne, tout ça, il faut de l'argent, donc c'est les recettes fiscales. Donc si les revenus de tout le monde augmentent, forcément, comme l'État prélève sur ses revenus, il va lui-même se retrouver avec une augmentation de ses recettes. Donc il y a plusieurs sources à la hausse des recettes fiscales de l'État. Je vous les donne, hein. La hausse des salaires notamment, si vous avez des salaires plus élevés, vous allez payer davantage d'impôts sur le revenu, puisque c'est un impôt progressif, hein. Plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts à l'État. C'est la logique de l'impôt sur le revenu. Il y a aussi la hausse des dividendes, hein. Les gens qui ont des dividendes plus grands, ils vont payer également un impôt sur le revenu plus élevé. La hausse de la consommation des ménages, si les gens consomment plus, ils achètent plus de choses, plein d'objets, ils vont payer de la TVA dessus. La TVA, c'est un pourcentage, c'est une taxe, hein. On paye tout plus cher des biens de consommation courante parce qu'il y a une taxe dessus. Et cette taxe, après, elle est prélevée par l'État. Donc la TVA pour les biens de consommation courante. La TIPP, ça veut dire taxe intérieure sur les produits pétroliers. Donc là, si vous avez plus de revenus, vous allez peut-être partir en voyage, vous allez prendre la voiture plus souvent. Donc vous allez faire le plein plus souvent. Donc vous allez consommer plus d'essence. Et donc vous allez payer plus de taxes au titre de la TIPP. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hausse de l'impôt sur les bénéfices. Si les entreprises font des profits plus grands et donc des bénéfices plus importants, ils vont verser plus de bénéfices à l'État. Encore une recette fiscale qui augmente pour l'État. Et dernière chose que je n'ai pas précisé, si vos salaires augmentent, vous allez verser davantage de cotisations sociales, puisque c'est un pourcentage de votre salaire, qui est donc d'autant plus important que vous avez un salaire élevé. Encore une rentrée d'argent plus importante pour l'État, ou plus particulièrement pour les administrations de sécurité sociale. Alors fort de cette hausse de ces recettes fiscales, que peut faire l'État? Il peut dans un premier temps décider d'augmenter les prestations sociales, également appelées revenus de transfert ou transferts sociaux. Donc si l'État décide d'être plus généreux au titre de ces prestations sociales, donc les diverses allocations qu'on peut percevoir, eh bien, elles sont plus importantes. Les allocations familiales, les allocations chômage, on peut rembourser davantage de médicaments, bon, toutes ces choses-là. Donc si l'État est plus généreux et augmente le niveau de ses prestations sociales, forcément, les gens qui en bénéficient vont avoir un pouvoir d'achat plus important. Si au chômage, vous avez une allocation chômage plus élevée, eh bien, vous allez pouvoir dépenser davantage. Donc c'est une hausse du pouvoir d'achat qui va augmenter la consommation des ménages, la demande intérieure, la demande globale et la croissance. Et enfin, pour terminer, l'État peut stimuler la demande soit en augmentant les prestations sociales, comme on vient de le voir, soit
en dépensant lui-même. L'État peut décider qu'il va augmenter ses dépenses d'investissement public et de production de services publics non marchands. Donc l'État peut se dire, bah, voilà, on a de l'argent, on a plus de rentrées fiscales, donc on va construire des nouveaux lycées, par exemple. Comme ça, on aura plus d'établissements scolaires, ou alors on va construire un hôpital, on va restaurer des routes, on va augmenter les salaires des fonctionnaires. Bon, donc toutes ces choses-là, eh bien, quand l'État se lance dans ce type de projet, forcément, ça crée de la demande, puisque il faut acheter des matières premières, il faut acheter tout un tas de consommations intermédiaires qui font, ou tout un tas de capitaux, il faut acheter des machines pour faire tout ça. Donc forcément, ça alimente la demande intérieure et, in fine, ça alimente la croissance, puisque ça augmente la demande globale. Voilà, donc ce schéma, encore une fois, il fait un peu peur au début, hein, il est assez gros, il est assez, comment dire, il y a plein de flèches dans tous les sens, mais finalement, si vous y regardez de plus près, il y a trois grands trucs. Il y a le canal de la hausse des salaires, hein, le canal de la hausse des profits, le canal de la baisse des prix, qui entraîne donc hausse des pouvoirs d'achat, hausse de la compétitivité. Et après, il y a le rôle de l'État. Donc en fait, il y a quatre trucs. Si vous pouvez très bien transformer ce schéma en quelque chose de rédigé, avec comment dire, avec des connecteurs logiques. Tel événement conduit à tel autre événement, qui lui-même est la cause de tel autre événement. Voilà. Et vous pouvez faire quatre paragraphes en fait, quatre paragraphes qui retransforment ce schéma visuel sous une forme littéraire. Puisque bon, pour le bac, ce qui ne pourrait pas faire de schéma, il faudra rédiger. Donc vous, un bon entraînement, ce serait d'essayer de transformer ce schéma en quelque chose de rédigé, ce qui, en vrai, ne devrait pas être si compliqué que ça. D'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez me montrer votre travail, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.